Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'hôtel Radisson Blu de Niamey a servi de cadre ce matin à une cérémonie de lancement de la campagne contre les inégalités au Niger. Une campagne lancée par l'Alliance contre les inégalités qui vise à influencer les candidats aux élections présidentielles afin de s'engager à réduire les inégalités dans notre pays. Le compte rendu. Les inégalités sur tous les plans persistent au Niger. C'est pour lutter contre toutes les formes d'inégalité que l'Alliance contre les inégalités, qui est une plateforme d'organisation nationale et internationale de défenseurs des droits des femmes et des jeunes, des syndicats, des mouvements sociaux et d'autres organisations de la société civile, se sont mis ensemble pour militer. La présente cérémonie marque le lancement de la campagne de lutte contre les inégalités et aussi le début des activités de l'Alliance. Cette campagne est une initiative de plaidoirie et d'influence des candidats aux élections présidentielles à s'engager pour réduire les inégalités au Niger. Aucun développement, aucun progrès, aucune avancée possible dans un pays n'est possible, ne peut se réaliser, ne peut être qualifié de souhaitable si au sein même de la société considérée, il y a des inégalités criardes. Il est absolument important, capital même, qu'aucun Nigérien ne soit privé de sa participation pleine et effective à la société. Aucune distinction, qu'elle soit fondée sur la race, sur l'ethnie, sur l'appartenance religieuse, sur l'origine ethnique, sur que l'on vienne des zones rurales ou urbaines, ne peut justifier une inégalité. Les inégalités compromettent les droits des citoyens à l'accès à leurs propres droits. D'abord, en tant que citoyen, chaque Nigérien ne doit pas être victime d'une inégalité, mais avant cela, d'abord en tant qu'humain, parce que c'est une question des droits de l'homme avant toute chose. C'est pour cela que l'Alliance de lutte contre les inégalités a décidé d'initier cette campagne, la campagne de lutte contre les inégalités, qui est un ensemble d'actions, de communication et de plaidoyer qui vise à influencer les partis politiques, les candidats à toutes les échéances électorales, mais particulièrement vous, messieurs, chers candidats à l'élection présidentielle, dans un premier temps. Parce que vous avez décidé d'aller à la rencontre des Nigériens, parce que vous avez décidé d'être candidat à la plus haute charge de ce pays, vous avez alors un rôle à jouer dans le développement de ce pays. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas bâtir un développement avec les inégalités. L'organisation de cette cérémonie de lancement de campagne contre les inégalités au Niger, à l'orée des échéances électorales, est une excellente illustration de notre engagement à contribuer à la tenue des élections inclusives dans un climat de paix au Niger. Et cet engagement nous conduira sans nul doute à des avancées significatives en matière de lutte contre les inégalités au sein de notre société nigérienne. Oxfam au Niger, principal partenaire de l'Alliance contre les inégalités, demande l'engagement de tous pour réussir la campagne. Je suis convaincu que sans politique publique de réduction des inégalités, sans engagement ferme des hommes politiques que vous êtes, sans un suivi de résultats, obstacles et leçons apprises de façon dynamique, la fragilité économique et sociale persisterait. La présente campagne contre les inégalités a ciblé 10 inégalités majeures au Niger, qui sont entre autres l'éducation, la santé, l'emploi, l'accès à la terre, le mariage d'enfants, la participation des jeunes à la vie publique, le changement climatique, le déplacement de la population, les inégalités spécifiques auxquelles s'ajoute la question de la pandémie de Covid-19. La manifeste dénommée Ma Voix déclinée en 10 axes a été présentée à l'instance par l'un des membres de l'Alliance. Les différents candidats aux élections présidentielles ont procédé à la signature de la manifeste Ma Voix, la réduction des inégalités, le prix à payer pour briser le cercle vicieux de la pauvreté au Niger.
De bonnes nouvelles pour les abonnés de Canal Plus Niger en cette fin d'année. En effet, à partir du 20 novembre prochain, tout acte de réabonnement donne accès à toutes les chaînes Canal Plus. Et la deuxième nouvelle est que le bouquet Canal Plus est à 11 500 au lieu de 16 000. Les responsables de Canal Plus Niger l'ont fait savoir ce matin au cours d'une conférence de presse. Le compte rendu avec Nafissa Yahya et Abdul Nasser Seydou. Cette conférence qu'organise Canal+, avec la participation de ses partenaires et distributeurs agréés, vise à informer ses abonnés de deux bonnes nouvelles à partir de ce 20 novembre. Pour nous, il est important que nos produits soient accessibles au plus grand nombre de Nigériens. Aujourd'hui, la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est que nous continuons dans cette lancée. D'accord ? Sur cette fin d'année, nous avons décidé de faire une grosse promotion à deux niveaux. La première, c'est que nous avons des abonnés qui aujourd'hui n'ont pas forcément accès au bouquet Canal+ dans son entièreté. Et donc ce que nous avons décidé de faire, c'est qu'à partir du 20 novembre, tous les abonnés qui vont se réabonner auront tout Canal+, toutes les chaînes Canal. Donc pour tout réabonnement, ceux qui ne se sont pas abonnés depuis un moment, ceux qui avaient encore des abonnements en cours, d'accord, pour tout acte de réabonnement à partir du 20, l'abonné va se retrouver avec toutes les chaînes Canal. Le deuxième élément, c'est sur le ticket d'entrée, comme je disais tout à l'heure. On est à 16 000 de manière pérenne, mais là, sur une période déterminée, donc à partir du 20, encore une fois, le ticket d'entrée sera à 10 500. Au directeur général de Canal+ Niger de s'apaisantir sur les trois sujets d'accessibilité sur lesquels son équipe travaille, du lancement de leur activité au Niger à ce jour. Le premier sujet d'accessibilité, c'était le sujet de la disponibilité physique de nos produits. Et je pense que depuis qu'on en a parlé, aujourd'hui, Canal+ Niger, c'est à peu près 300 distributeurs agréés à travers le pays. Et ce, grâce à nos différents partenaires, évidemment, Global Electronic et GB+, ici présents, mais aussi les partenaires de l'intérieur du pays, à Maradi, à Zender, à Tawa. Donc on a quasi multiplié par 3 le nombre de points de vente qu'on avait au moment de lancer les opérations de Canal+ au Niger. Ça, c'est un premier sujet d'accessibilité sur lequel on travaille et on voit bien qu'on avance plutôt très bien. Le deuxième sujet d'accessibilité dont on avait parlé, c'était le sujet de la langue. Le sujet de la langue, évidemment, on a également travaillé dessus en se disant que les langues nationales sont les langues les plus parlées ici au Niger et qu'il fallait que le contenu que nous proposons aux Nigériens puisse refléter ces différentes langues. C'est ainsi que l'année dernière, nous avions rajouté une chaîne qui s'appelle Areva 24, que je pense que tout le monde avait apprécié, parce que c'est une chaîne qui parle Hausa. Il y a de cela un mois et demi, nous avons rajouté 2 nouvelles chaînes nigériennes. Nous avons rajouté Bonferré à notre bouquet. Nous avons rajouté Dunia à notre bouquet. Le troisième sujet d'accessibilité, c'était évidemment sur les prix. Et sur les prix, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur les 2 dernières années. Je vais juste partir de cette année. Depuis mars de cette année, nous avions pris la décision de baisser de manière permanente le prix de notre décodeur. Le décodeur qui coûtait 10 000 francs coûte maintenant 5 000 francs. Et en fait, le kit décodeur plus l'abonnement, etc., qui coûtait 21 000, coûte désormais 16 000 francs. De manière permanente à tout moment. Une réunion entre Canal+, ses partenaires et ses distributeurs agréés est prévue au cours de cette rencontre pour davantage répondre aux exigences de ses abonnés. Allons à la découverte d'une institution de l'État qui est la Cour constitutionnelle, une juridiction chargée du contrôle de la conformité de loi à la Constitution. Comment fonctionne-t-elle? Élément de réponse dans ce dossier signé Ismaël Moumouni. Juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale, la Cour constitutionnelle est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution. Elle interprète les dispositions
contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum des élections présidentielles et législatives. L'histoire de la Cour est intimement liée à l'évolution politique du Niger. C'est en 1999 que pour la première fois dans l'ordonnancement juridique, une Cour constitutionnelle a été créée. Et avant la création de cette Cour constitutionnelle, les attributions en matière constitutionnelle étaient dévolues à une chambre qu'on appelait chambre constitutionnelle au niveau de la Cour suprême. Et donc, ayant été prévue par la Constitution de 1999, elle a été installée en 2000. Et de 2000 jusqu'en 2009, elle a fonctionné normalement. En 2009, elle avait été dissoute à la suite, bref, intermède consécutif aux articles que tout le monde connaît. Et donc, en 2010, lorsque les autorités militaires avaient pris le pouvoir, elles avaient installé un conseil constitutionnel de transition. Et aussitôt après la transition, une nouvelle constitution a été adoptée et la constitution du 25 novembre 2010 a ramené la Cour constitutionnelle dans sa configuration actuelle. En adoptant la loi organique 2012-036 du 9 juin 2012. Elle est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections comme le stipule l'article 120 de la Constitution. Ainsi, pour mener à bien sa mission, la Cour dispose d'un bureau composé de 7 membres. La Cour constitutionnelle est composée donc des personnalités qui ont une grande expérience en matière administrative et juridique. Donc actuellement, la Cour constitutionnelle est composée de 2 magistrats, donc un magistrat de premier degré et un magistrat de second degré. Et il y a également les représentants du barreau, un avocat qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession. Il y a un représentant de la société civile titulaire d'au moins un diplôme de 3e cycle en droit public. Il y a un représentant des enseignants-chercheurs titulaire d'un diplôme de doctorat en droit public, donc ce qui fait pratiquement les 7 membres de la Cour constitutionnelle. Disposant d'un délai bien déterminé avant de statuer, après avoir reçu une requête, la Cour peut être saisie par tout citoyen. La Cour est saisie par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre ou un dixième des députés en cas de contrôle de conformité des lois ou d'interprétation de la Constitution. Elle peut également être saisie par tout citoyen parti à un procès par la voie de l'exception de constitutionnalité. Les citoyens ordinaires, les citoyens lambda ont la possibilité effectivement de saisir la Cour constitutionnelle, mais la Constitution dit que ce n'est que par le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité. L'exception d'inconstitutionnalité, c'est la possibilité qui est ouverte à une partie, au procès, de pouvoir soulever la non-conformité d'une loi par rapport à la Constitution et de demander l'avis de la Cour constitutionnelle. Il y a aussi en matière de contentieux électoral le fait que tout candidat, tout parti ou groupement de partis politiques peut saisir la Cour de toute réclamation ou contestation. Les membres de la Cour prêtent serment sur le livre saint de leur confession devant le président de la République. Ils sont tous assujettis à la prestation de serment confessionnel. Et ils sont soumis également à un régime de compatibilité qui fait qu'ils ne peuvent plus exercer aucune autre activité publique, ils ne peuvent plus avoir un mandat électif. Et donc, leur statut de membre de la Cour leur empêche de siéger à quelque titre que ce soit dans d'autres organismes étatiques ou para-étatiques. La décision de la Cour est sans appel, comme en atteste le constitutionnaliste.
Parce que vous contestez les arrêts de la Cour constitutionnelle qui sont devenus, en tout cas, qui sont insusceptibles de tout recours en dehors des voies et sous les formes autorisées par la loi, et pour ce qui concerne que ce soit des universitaires qui peuvent un peu écrire dans des articles de doctrine ou un peu essayer d'expliquer, faire des commentaires purement techniques, cela justement peut s'apparenter à un jeu de discrédit. Pendant la campagne, justement, quelque chose arrive où il décède, ou bien on découvre une cause d'inéligibilité du candidat qui aurait fait, si cette cause d'inéligibilité était connue de la Cour constitutionnelle au moment de la validation, elle n'allait pas valider sa candidature. Donc c'est de tout cela que le législateur organique a parlé. Lorsque cette situation arrive, c'est en ce temps-là que le parti politique est habilité, donc a le droit de remplacer son candidat. Sinon, une fois que la Cour constitutionnelle a statué sur l'éligibilité de candidat et que une candidature est rejetée, il n'est plus possible justement au parti de faire remplacer son candidat. Sinon, on remettrait en cause justement le caractère insusceptible de recours. Donc l'autorité de la chose jugée justement de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui consacre l'éligibilité des candidats. La Cour constitutionnelle est compétente pour se prononcer sur les conflits d'attribution entre les institutions, les recours pour excès de pouvoir en matière électorale et sur toute autre question d'application de la Constitution. La Cour constitutionnelle est également compétente pour se prononcer sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par toute personne partie à un procès. La Cour constitutionnelle reçoit également le serment du président de la République et celui du président de l'Assemblée nationale, constate l'empêchement absolu du président de la République et reçoit la déclaration des biens du président de la République. Activité politique, le président candidat du CRPD Sulhu était en visite à Zender le week-end dernier. Ibrahim Gado a reçu un accueil de grand jour organisé par la coordination Sulhu du Damagaram. Le président Ibrahim Gado a aussi participé au grand prêche dénommé Wa'azin Kassa, dont il est le principal parrain avec un sponsoring de 12 millions de francs CFA. Le reportage. En route pour Zender, le candidat à la présidence de la République, Ibrahim Gado, a dû faire des escales imprévues pour répondre aux sollicitations des militants du CRPD Sulhu qui voulaient coûte que coûte le voir de leurs propres yeux. C'est le cas dans les localités de Djaouta, Garagounsa et Kundumawa, où le président Ibrahim Gado et sa délégation ont été accueillis par un invité surprise. L'ancien lutteur Badamasi Alassane, militant du CRPD Sulhu. Aux portes de la cité du Damagaram, le candidat Ibrahim Gado est accueilli à Garirana. Puis le cortège composé de voitures, motos et adhérents d'État avale la dizaine de kilomètres du centre-ville en passant par la tribune officielle pour arriver au siège régional du CRPD Sulhu. C'est un réel plaisir. C'était un accueil chaleureux. Vraiment, on a vu les jeunes, les femmes, les personnes âgées, tout le monde est venu nous accueillir. Ça nous a beaucoup touchés et nous disons merci. C'est un réel plaisir de voir notre nom figurer dans la liste diffusée par la Cour constitutionnelle. C'est d'autant plus agréable aussi de voir le fait que nos noms ne figurent pas parmi les candidats dont les services de la police ont déclaré des moralités douteuses. Alhamdulillah, on rend grâce à Dieu. Après ces chaleureux instants de militantisme, le président Ibrahim Gado a présenté ses respects au sultan du Damagaram, Sa Majesté Aboubakar Sanda, avant de se rendre au stade de Zender. Là se déroule le Wa'azin Kassa, dont le bon samaritain est le principal parrain pour y avoir investi une enveloppe du genre qui ne passe pas inaperçue.
12 millions de francs CFA de contribution à l'organisation de cette grande rencontre islamique. Cette annonce a fait l'effet d'une extase collective dans le stade de Zender. Tout de suite, Ibrahim Gado est devenu la star du jour. Il est pris d'assaut par les téléphones portables, chacun voulant avoir une photo de lui, à défaut de se faire photographier avec le plus jeune candidat à la présidence de la République. Le président du CRPD Sulhu, Ibrahim Gado, a mis cette visite à profit pour faire un don de matériel à un orphelinat qui en avait grand besoin. Ce centre, malgré la noblesse de sa mission, faisait face à d'énormes difficultés dont une bonne partie est désormais résolue. Le commentaire. Voici l'orphelinat Tchoukou de Zender. 53 enfants sans famille biologique, pour une raison ou pour une autre, sont accueillis ici par le grand cœur de Hajia Fatimata. Certains sont des adolescents, d'autres, une dizaine environ, ne sont que de petits nourrissons si fragiles. Pourtant, les conditions de vie, ou disons les conditions de survie dans ce centre, sont difficiles. Depuis 7 mois, aucune goutte d'eau ne s'échappe du robinet pour cause de coupures dues elles-mêmes à des factures impayées. Pour les besoins vitaux en eau, de nuit comme de jour, il faut faire appel au Garoua. L'électricité a subi le même sort. Depuis un mois, seul ce générateur emprunté offre la lumière quelques heures seulement la nuit, juste le temps que les enfants s'endorment vers 22 heures. Et lorsqu'ils venaient à manquer de carburant, c'est le noir total dans l'orphelinat Djoukou. Le lampadaire solaire étant hors service pour défaut de batterie. Et pour ne rien arranger, le portail est en lambeaux. N'importe quel méchant, n'importe quel animal dangereux peut avoir accès à ce lieu qui accueille de petits enfants. Heureusement, le bon samaritain est en route pour Zender. Informé de la situation, Ibrahim Gado n'a pas attendu d'être sur place. C'est de Maradi qu'il a fait le nécessaire pour que les problèmes urgents soient immédiatement réglés. Dans la même journée, la facture de la Nigélec est payée à plus de 400 000 francs CFA et le courant rétabli. Un nouveau portail est acheté et installé, ainsi qu'une batterie pour le lampadaire solaire. À son arrivée, Ibrahim Gado constate que l'eau est rétablie et en bonus, il a offert des sacs de riz et des cartons de pâte alimentaire. L'orphelinat Tchoukou revit et les enfants remercient à leur manière le bon samaritain. Yau ga mu cikin ta mu marayu muke, yau ga shi taimako ake yi mana. In sulhu da ku zo a yau muna muku jinjina, barka da zuwa muna muku marhabun. Le président candidat du CRPD Sulhu n'a pu s'empêcher de serrer dans ses bras ce bébé abandonné au cimetière le jour même de sa naissance par sa méchante maman. Heureusement, elle a eu la vie sauve. Notre rendez-vous hebdomadaire à présent, la chronique judiciaire, le thème qui vous sera développé cette semaine par le juriste Alfred Emmanuel est le fonctionnaire. Très bonne réception.
Avant de donner la définition du fonctionnaire, je voudrais préciser que la fonction publique au Niger, elle est encadrée par un certain nombre de textes. Notamment, donc je vais juste donner ici le principal texte sur lequel nous allons appuyer notre présentation de cet après-midi. Donc, notamment le statut général de la fonction publique issu de la loi 2007-026 du 23 juillet 2007, qui est modifiée et complétée par la loi numéro 2008-47 du 24 novembre 2008, portant statut général de la fonction publique. Donc, ce texte encadre ou bien réglemente le statut du fonctionnaire, ses relations avec l'administration publique, sa carrière au sein de l'administration. Donc, pour l'opinion ou bien pour le commun des citoyens, dès l'instant où vous êtes engagé dans une relation avec l'administration publique, eh bien, vous êtes considéré comme fonctionnaire. Mais en réalité, au regard des textes, au regard du droit de la fonction publique, il n'en est pas ainsi. Il y a une définition stricte du fonctionnaire. Au sens strict de ce texte, notamment la loi 2007-026 du 23 juillet 2007 portant statut de la fonction publique, pour qu'une personne soit fonctionnaire, eh bien, il faut que cette personne soit nommée dans un grade de la fonction publique, qu'elle occupe un emploi permanent de la fonction publique et qu'elle soit titularisée dans un grade. Donc ici, il y a deux conditions principales. La première condition, c'est celle de l'occupation permanente d'un emploi de la fonction publique. Et la deuxième condition, c'est la titularisation dans un grade de la hiérarchie administrative. Alors que, pour le commun, même si une personne n'a pas véritablement une relation permanente de travail avec l'administration, et dès l'instant où elle entretient une relation de travail avec l'administration, on considère qu'elle est fonctionnaire. Or, au regard du statut général de la fonction publique, pour être fonctionnaire, il faudrait que l'intéressé occupe de manière permanente un emploi permanent de la fonction publique. Et deuxièmement, il faudrait que l'intéressé soit titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative. Donc voilà les deux conditions principales pour avoir la qualité de fonctionnaire. Maintenant, quelle est la différence entre un fonctionnaire et un salarié d'une entreprise ou un salarié soumis au Code du travail et à la convention collective? Déjà, là, je vous donne une idée sur la réponse. Les deux, et le fonctionnaire et le salarié, ne sont pas soumis au même régime juridique. Le premier est soumis à un régime exorbitant de droit public et le deuxième est soumis au Code du travail et à la convention collective interprofessionnelle. Donc, pour le fonctionnaire, c'est le statut général de la fonction publique, c'est un régime de droit public qui s'applique, et pour le salarié, c'est le Code du travail et la convention collective. Et encore, pour le fonctionnaire, comme je l'ai dit, il faudrait l'occupation permanente d'un emploi permanent et la titularisation dans un grade. Or, le salarié n'obéit pas à ces conditions. Le salarié, lui, il est recruté sur la base d'un contrat de droit privé, pas de droit public. C'est le droit du travail qui s'applique aux salariés. Donc, vous voyez déjà ici, il y a une différence nette entre les deux. Le fonctionnaire occupe un emploi permanent. Le salarié peut ne pas occuper un emploi permanent dans l'entreprise. Il peut conclure un contrat pour une durée bien déterminée, une période de 6 mois, de 5 mois, d'1 an, et c'est fini. Or, dans la fonction publique, il faudrait une occupation permanente d'un emploi lui-même permanent. Donc, vous voyez, les régimes ne sont pas les mêmes. Alors, qu'en est-il maintenant des conditions d'accès à la fonction publique? Comment est-ce qu'on accède à la fonction publique? Ou bien, quelles sont les conditions que le statut général de la fonction publique a définies pour un citoyen ou bien, oui, pour un individu afin d'accéder à la fonction publique? Nous retrouvons
la réponse au niveau de l'article 11 de la loi du 23 juillet 2007, dont j'ai parlé tantôt, qui déclare que nul ne peut postuler à un emploi de la fonction publique s'il ne possède la nationalité nigérienne, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité, s'il ne se trouve en position régulière au regard des textes sur le service national ou s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de cet emploi, s'il ne satisfait aux conditions d'âge minimum et maximum exigées pour l'emploi de recrutement précisé par les dispositions spécifiques de la présente loi, s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme à 3 mois au moins de 18 mois avec sursis, à moins qu'il n'ait été réhabilité. Donc voilà les conditions qui sont posées au niveau de l'article 11 du statut général de la fonction publique pour accéder à la fonction publique. Donc la première condition pour quelqu'un qui veut accéder à la fonction publique, cette loi stipule que la personne doit être de nationalité nigérienne. Donc d'où la question de la nationalité. La question de la nationalité parce que les fonctions de l'État sont des fonctions régaliennes. Il faudrait des citoyens, c'est-à-dire des ressortissants de l'État qui sont liés à l'État par un lien de nationalité. Parce qu'on estime qu'il y a une présomption de loyalisme au niveau des citoyens. A contrario, ou à la différence des étrangers, parce qu'on estime que peut-être un étranger, il peut ne pas forcément être loyal. Mais attention, cela ne veut pas dire que l'État ne peut pas faire recours à d'autres nationalités pour l'accompagner dans le cadre du service public. La preuve en est qu'au niveau de l'enseignement supérieur et même au niveau de la santé, l'État fait recours à d'autres nationalités qui sont là et qui exercent au Niger. Tout comme pour certaines fonctions au plus haut niveau, au plus haut sommet de l'État, eh bien l'État peut recourir à d'autres expertises. Donc, la question de nationalité ne veut pas dire que l'État ne peut pas faire recours à ces personnes, aux étrangers, pour l'aider, pour l'accompagner. Mais pour occuper une fonction permanente dans l'emploi, dans la fonction publique, il faudrait que le sujet soit de nationalité nigérienne. Alors, deuxièmement, il faut que la personne puisse jouir de ses droits civiques, c'est-à-dire ne pas faire l'objet d'une condamnation sans être réhabilité. Il faudrait que l'intéressé soit de bonne moralité. La moralité, elle s'apprécie au niveau de la valeur morale de l'individu. Donc, sans pour autant aller au fond de ces questions, donc l'intéressé doit jouir quand même d'une certaine présomption de bon comportement social. Ouais. Donc, c'est toutes ces conditions qui sont énumérées au niveau de l'article 11 qui sont posées pour que l'intéressé puisse accéder à la fonction publique et à la question du service civique, même si par ailleurs aujourd'hui on tend un assouplissement, on voit un assouplissement sur cette question du service public. Remplir les conditions d'aptitude physique, être un sujet capable, satisfaire aux conditions d'âge minimum et maximum exigées pour l'accès à l'emploi qui est concerné. Donc la loi a prévu de manière stricte les conditions qu'il faut remplir pour accéder à la fonction publique. Le fonctionnaire, en sa qualité d'agent de l'État, doit aussi être distingué des autres personnes, notamment le vacataire, le stagiaire et tous les auxiliaires de l'administration. Parce que les autres ne remplissent pas les conditions pour avoir le titre ou la qualité de fonctionnaire. Quand vous prenez par exemple le stagiaire, c'est un futur fonctionnaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait un premier pas dans l'administration publique, mais qui n'a pas encore rempli les conditions de titularisation et de nomination. Pour l'instant, il a rempli les premières conditions. Il est en voie d'être fonctionnaire, mais il lui faut être titularisé. Pour les vacataires, ce sont des collaborateurs occasionnels de services publics qui prêtent concours à l'État pour des tâches bien précises et à une période déterminée. Donc, ils n'ont pas également la qualité de fonctionnaire. Maintenant, une fois que
le fonctionnaire remplit toutes ces conditions, eh bien, il est appelé à faire carrière dans l'administration publique. Là, il s'ouvre pour lui une porte de carrière au niveau de l'administration. Et c'est là, quelque part, le problème du système de la fonction publique. Parce qu'une fois que le salarié est assuré de faire carrière, eh bien, il n'a pas la motivation, il ne fait pas souvent des efforts pour s'améliorer, pour être compétitif sur le plan du travail. C'est là toute la différence entre le système de carrière et le système lié au droit du travail. Par exemple, quand vous prenez le système américain, c'est un système qui est basé sur la compétitivité. Or, ici, au Niger, nous avons le système public et le système de carrière. Ici, qui ne motive pas le salarié, qui ne lui donne pas à s'améliorer. Et c'est pourquoi vous voyez une certaine, si vous voulez, un certain relâchement. Le salarié n'est pas souvent motivé à faire avec plus de sérieux et d'engouement son travail parce qu'il est assuré de faire carrière. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Maintenant, le salarié a des droits, ou bien je voulais dire le fonctionnaire a des droits et des obligations. Au titre de ses obligations, il a une obligation de retenue et de réserve. Parce qu'il est en charge d'une mission de service public. Et à ce titre, il ne doit pas dire tout haut ce qu'il pense. Parce que cela risque de compromettre le bon fonctionnement du service public. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il est démuni de son droit d'opinion, parce que c'est vrai, il a droit à l'opinion comme tout citoyen, il a droit également à la liberté d'expression, mais cette liberté d'expression et ce droit d'opinion doit s'inscrire dans le respect du service public. Parce que certaines opinions, ou bien certaines, si vous voulez, libertés, peuvent impacter négativement le fonctionnement du service public. Donc c'est pourquoi le fonctionnaire a ses obligations de retenue pour l'accomplissement du service public. Maintenant, en dehors de cette obligation, le salarié a des droits. Ici, je voudrais citer le droit de grève. Quand souvent il estime que certaines choses ne marchent pas, eh bien, la loi lui reconnaît la faculté de pouvoir revendiquer dans le cadre de la loi ces questions sur lesquelles il estime qu'il est en désaccord avec l'administration. Donc, le droit de grève, il lui est reconnu dans le cadre de la loi. Mais le fonctionnaire également a droit au traitement. Pour le cas des salariés, nous parlons du salaire. Mais pour le cas des fonctionnaires, nous parlons du traitement. Après service fait, le fonctionnaire a droit à un traitement. L'État doit lui assurer un traitement. Ce qui lui permet quand même de subvenir à ses besoins ainsi que ceux de sa famille. Donc, pour conclure, je dirais que la vie du fonctionnaire, la relation du fonctionnaire avec l'État est une vie qui n'est pas souvent aisée. Elle est accompagnée de beaucoup de soubresauts parce que souvent les fonctionnaires ont tellement de revendications parce qu'ils estiment que l'État ne fait pas assez. Ils estiment que souvent il y a beaucoup de questions qui sont en suspens. Eh bien, comme déjà ils sont assurés de faire carrière, vous voyez, c'est une condition, comme nous avons expliqué tout à l'heure, qui forcément ne motive pas le fonctionnaire. Mais si c'était plutôt le système de résultats, eh bien, les fonctionnaires allaient se donner à fond. Et puis cette relation, souvent qui n'est pas aisée entre les deux, allait être peut-être autrement que celle qui est aujourd'hui.